Les Confidences littéraires reçoivent aujourd'hui l'écrivaine Sarah Soquet à l'occasion de la sortie de son livre « Les 1000 livres qui donnent envie de lire » publié aux éditions Glénat. Bonjour Sarah Soquet. Bonjour Nathalie. Vous êtes professeure de lettres, autrice et co-créatrice des 8 applications littéraires Un texte un jour. Vous venez de publier « Les 1000 livres qui donnent envie de lire », ouvrage merveilleux dans lequel nous pouvons, nous, lecteurs, passionnés et avides, picorer à l'envi et plonger dans de nombreuses thématiques et occurrences. À travers une sélection subjective, vous nous proposez de découvrir ou redécouvrir 1000 livres qui nous donnent envie de lire en nous parlant de notre humanité. Chaque lecteur peut se frayer un chemin à travers ce véritable parcours littéraire, jalonné de livres de tous les genres, de tous les pays, de toutes les époques. Classiques incontournables, pépites injustement oubliées, œuvres cultes, innovations artistiques, ce livre relate des expériences intimes et pourtant universelles. Tous expriment à leur manière la responsabilité de prendre la plume. Alors, que trouve-t-on dans votre livre? Certaines thématiques réjouissantes, telles que les livres qui font voyager, les livres qui font rire, qui font frissonner, qui captivent, qui éclairent, qui font réfléchir, qui aident à grandir, qui témoignent, les livres qui réconfortent, les livres qui bouleversent, qui font rêver, qui donnent envie d'aimer, j'adore cette occurrence-là, mais aussi quelques interviews d'écrivains comme Philippe Labro, David Fuenquinos, Nathalie Azoulay, Amélie Nothomb. La liste de vos livres préférés, nous allons y consacrer un court instant un peu plus tard. Les auteurs les plus adaptés au cinéma, les 20 auteurs les plus traduits au monde, les 25 meilleures ventes de tous les temps, etc. Alors ma première question, chère Sarah, quelle est donc la genèse de ce livre formidable et combien de temps pour en venir à bout? Alors ce livre, il a une histoire, c'est d'abord le 3e tome d'une collection. Glénat a publié il y a 2 ans maintenant les 1000 chansons préférées des Français. Il y a eu l'année d'après les 1000 films cultes et j'ai été contactée par Glénat il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant pour réaliser les 1000 livres qui donnent envie de lire. Alors au début on n'était pas tout à fait au point ou d'accord sur le titre. Le titre a connu plusieurs évolutions, mais l'idée c'était qu'on voulait vraiment rendre hommage à la littérature et non pas parler des livres qu'il faut avoir lus. L'idée me gênait beaucoup, je me sentais pas du tout légitime pour dire quels sont les livres qu'il faut ou non avoir lus. Cette idée me gênait et en revanche ce que je voulais c'était célébrer la littérature dans son plaisir en m'adressant à tout type de lecteur. Donc les 1000 livres qui donnent envie de lire, le titre s'est imposé assez vite finalement. Donc c'est un travail de titan. Vous avez mis combien de temps pour bâtir cela? Parce que vous êtes prof de littérature. J'imagine que, mais nous en parlerons un peu plus tard, que la littérature vous habite et vous hante depuis toujours pour de multiples raisons. Qu'est-ce qui a, à un moment donné, d'abord un travail remarquable, mais qu'est-ce qui a procédé à tel ou tel choix? Quels arbitrages avez-vous donc dû faire pour bâtir ce livre? Alors, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été extrêmement bien accompagnée par Glénat. Il faut savoir que d'abord, c'est pas du tout mon premier livre et que j'ai la chance de prendre des notes sur mes lectures, d'écrire des livres sur la littérature depuis de nombreuses années. Et donc, finalement, ce livre, qui peut apparaître purement universitaire et avant tout un livre extrêmement personnel, qui est un portrait de la lectrice que je suis et qui raconte celle que je suis, celle que j'ai été et peut-être celle aussi que je deviendrai. Pour répondre à votre question, j'ai été très accompagnée par Glénat dans le sens où on avait une ligne qui m'a été donnée de manière très claire, évidente. Nous voulions à la fois que ça soit un livre érudit et accessible, avec de la littérature classique, mais aussi populaire, et aussi de la littérature étrangère. Ce qu'on voulait, c'était balayer tous les thèmes, et j'ai une chance, c'est que je suis à la fois une grande lectrice, une lectrice avide, mais je suis aussi ce que j'aime appeler une enfant de la télé. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans les années 80 avec le Club Dorothée, le cinéma, la petite maison dans la prairie. Et j'aime autant Proust et Thomas Mann que les dernières parutions et films et séries sur Netflix. Et ce que j'aime à montrer, moi, dans la littérature, c'est l'intemporalité et l'universalité des textes. Pour cela, j'aime établir des liens et des ponts entre culture classique et culture populaire. Donc cette histoire de livres de tous les pays, à la fois populaires et classiques, en faisant des liens avec la culture cinématographique, télévisuelle, c'était
ces différents points m'ont aidé à écrire vite et à construire le livre de manière assez précise. Chère Sarah, vous avez donc dans votre ouvrage une liste des 20 livres qui vous traversent, qui vous habitent, donc c'est à vous. Alors cette liste de 20 livres préférés, il faut savoir qu'elle a un peu bougé. Et ce qui est étonnant et intéressant, c'est qu'on ne parle jamais forcément bien des livres qu'on préfère. Ce n'est pas forcément l'exercice le plus facile. J'ai mis du temps à choisir certains livres. Certains se sont imposés très facilement. D'autres ont été le résultat d'arbitrages compliqués. Et en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, dans ce panthéon de 20 livres, je retiendrai vraiment 3 grands livres qui sont À la recherche du temps perdu de Proust, Guerre et paix de Tolstoï et Les Buddenbrook de Thomas Mann. Je dirais que le fil conducteur entre ces 3 livres serait la famille, le lien avec les autres et le fait d'aimer. Je pense que ces 3 livres nous donnent des pistes sur comment faire le bien, comment essayer d'être heureux et en paix. Ces questions m'habitent depuis longtemps. Un deuxième thème qu'on retrouve dans plusieurs livres de cette liste est celui de la culpabilité, qui est un thème qui me passionne depuis des années. Je trouve que c'est un thème qui permet d'aborder l'histoire, la famille, le contemporain, le très ancien, et comment vivre avec sa culpabilité, comment s'en affranchir et puis vivre avec elle si elle ne part pas. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Donc voilà, donc la culpabilité est un des autres thèmes qui m'importe. Merci beaucoup. Parmi les romans dont vous parlez, il y en a évidemment beaucoup et c'est illustré de façon assez remarquable. Il y en a un, moi, pour lequel j'ai une passion qui est L'art de la joie de Sapienza. On en parle un instant. Et après, je vais vous faire parler des adaptations cinématographiques de certains ouvrages. Alors pour L'art de la joie, c'est un ouvrage que j'ai découvert assez tardivement, il y a 3-4 ans. Mais quand je suis rentrée dedans, c'est vraiment une femme qui chante. C'est un chant qui s'élève presque mythique. Je trouve que c'est à la fois un livre d'une femme en tant que femme de lettres, mais c'est le récit d'un affranchissement. Et je trouve que ce livre, il est très émouvant. Il a quelque chose de brut, à la fois de ne pas travailler avec une vérité qui est délivrée. C'est une fresque magnifique. C'est un livre qui m'a beaucoup plu. Et ce que je trouve drôle, ce que je trouve étonnant dans le fait que vous me parliez de ce livre, c'est qu'on parlait juste avant de la culpabilité. Et je trouve que la joie est une valeur, comme la gentillesse par exemple, qui sont souvent des valeurs galvaudées, qu'on ne met pas assez en avant. Et je trouve qu'être dans la joie, arriver à cultiver l'art de la joie, c'est une élégance du cœur et j'y tiens beaucoup. Quand on arrive à être dans la joie, c'est une belle chose, je trouve. C'est un beau cadeau de la vie. Nous allons parler un petit peu de cinéma et d'œuvres littéraires adaptées au cinéma. Que voulez-vous partager avec nous? Alors plein de choses, parce que je suis vraiment passionnée de cinéma. Et ce que je voudrais dire... Cinéma et écran, hein, voilà, évidemment. Voilà, il y a des territoires explorés par certaines séries qui sont extraordinaires. Oui, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde de l'image et je crois vraiment au fait qu'aujourd'hui l'image peut amener à la lecture. Je parlais tout à l'heure du fait que j'avais beaucoup regardé la télé et il y a beaucoup de livres que j'ai découverts parce que j'ai d'abord vu les adaptations cinématographiques. Moi, quand j'étais petite, au cinéma, j'ai vu La gloire de mon père, Le château de ma mère, et puis Germinal, et c'est Germinal, par exemple, ou Les Misérables de Claude Lelouch qui m'ont donné envie d'ouvrir les livres. Donc moi, j'y crois beaucoup, et de manière générale, j'aime établir des liens entre littérature et cinéma. C'est-à-dire que quand je lis L'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar, moi, je pense au Retour de Martin Guerre. Et quand je lis La maison de Bernarda Alba, je pense à Anna et les loups de Carlos Saura. Donc c'est vrai que ces liens-là, j'en ai mis beaucoup dans le livre. À la fin d'ailleurs, il y a un index de culture populaire avec toutes les références que j'ai pu établir. Ce sont des références subjectives, mais que j'assume et qui, pour moi, ont un sens, ont un vrai sens. Elles ont été réfléchies et éprouvées, ces références. Donc il y a ce premier point-là. Je pense qu'on peut faire des liens constants entre littérature et cinéma. Et puis, dans le livre, j'ai consacré toute une section aux adaptations littéraires au cinéma. On en parle d'ailleurs avec David Fenkinos, et puis j'ai consacré aussi un mini-chapitre à ce point. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que ce sont parfois des romans un peu faibles qui font des grands films. Je pense par exemple aux Choses de la vie de Paul Guimard. Le roman m'avait un peu déçu, il a été réédité il y a 2-3 ans chez De Noël. Je trouve que c'est un film de sauté extraordinaire. Par exemple, Le train de Simon, ça a donné aussi un film magnifique. Et ce qui est intéressant souvent, c'est de voir comment est-ce que le film
va s'emparer de l'œuvre littéraire, parfois la déconstruire. Je sais que pour les choses de la vie, Dabadi a dit qu'il avait retourné l'œuf de Colomb, retourné la structure du livre, et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Chère Sarah, je vais vous demander de nous expliquer un petit peu la structure de votre livre. Alors, la structure du livre, elle est organisée en 3 grandes parties, qui sont plaire, instruire, émouvoir. Et plaire, instruire, émouvoir, ce sont des catégories littéraires et esthétiques qui ont été fixées par Aristote dans l'Antiquité, reprises par les écrivains classiques au XVIIe siècle. Et en réalité, cette nomenclature, elle s'est imposée à moi très très vite, dans les quelques jours qui ont suivi le début de réalisation ou de réflexion autour du livre. J'ai été façonnée par les classiques. Et pour moi, un classique, un chef-d'œuvre intemporel et universel, c'est un livre qui va à la fois plaire, instruire, émouvoir. Et l'idée, c'était que plaire, c'était le divertissement, instruire, c'était la réflexion, et émouvoir, c'est le cœur. Et quand les 3 conditions sont réunies, selon moi, on a un chef-d'œuvre. Et à l'intérieur de chacune, je les ai divisées en 4 catégories chacune. Je voulais que ça soit très régulier, comme dans le classicisme. Plaire, par exemple, il y a donc tout ce qui est lié au divertissement, les livres qui font voyager, rire, peur et qui captivent. Voilà, donc ça, c'est le fait de plaire. Ensuite, dans l'instruction, il y a par exemple les livres qui éclairent sur le discernement, qui est une valeur à laquelle je crois beaucoup. C'est une grande vertu de la littérature. Il y a les livres qui font réfléchir. Il y a aussi, par exemple, les livres qui aident à grandir. Et dans cette catégorie-là, qui m'est chère, il y a beaucoup de livres sur la littérature jeunesse, même si on trouve de la littérature jeunesse dans toutes les catégories. Mais c'était aussi pour dire, quand on est un adulte, on reste un enfant. On ne cesse jamais d'être un enfant. Et je voulais aussi m'adresser à l'enfant qui est encore en chacun de nous. Et moi, à 39 ans, je peux encore relire aujourd'hui le Club des 5, par exemple. Donc il y a les livres qui aident à grandir et il y a aussi les livres qui documentent et témoignent, qui sont toujours des œuvres littéraires. Je me suis vraiment arrêtée sur des œuvres littéraires et pas philosophiques. Et dans cette catégorie, vous allez trouver des livres comme Les Mains du Miracle de Kessel, par exemple. Donc ça, c'est les livres qui vont instruire. Et pour l'émotion, j'ai mis des livres qui font rêver, des livres qui bouleversent, des livres qui donnent envie d'aimer. Et vraiment, je voulais que les livres de cette catégorie ne soient pas seulement des romans d'amour, mais des romans qui incarnent les 3 visions de l'amour, philia, eros, agapé. Donc il est aussi bien question de l'amour-passion que de l'amitié, que de l'amour au sens large, et de la joie et du bonheur qu'on peut avoir à aimer. Alors, nous allons choisir quelques catégories et je vais vous demander dans chacune d'entre elles de choisir une œuvre. Oui. On aimerait tout Bien sûr. aborder, mais nous n'avons pas forcément le temps. Donc, pour ce qui concerne les livres qui aident à grandir, vous avez choisi Agostino de Moravia, qui a un court texte, un court roman d'apprentissage, ciselé, qui commence à être un peu daté maintenant, mais que je trouve très moderne dans son approche, qui parle de la relation entre un jeune homme et sa mère. Et il y a une histoire de rivalité amoureuse, ça se passe en Italie, en vacances, c'est très sensuel, et en même temps c'est tout en retenue. Et c'est un livre qui nous montre et qui nous apprend que nos parents ne sont pas que nos parents. Et il m'a pas troublée, je pense que j'étais trop âgée pour qu'il me trouble au moment où je l'ai découvert, mais je trouve qu'il raconte très bien la complexité des liens entre enfants et parents. On ne connaît jamais exactement ni nos enfants ni nos parents. Sarah, les livres qui donnent envie d'aimer. Alors, les livres qui donnent envie d'aimer, le livre dont je pourrais vous parler, c'est Guerre et paix, qui n'est pas tant un livre sur l'amour-passion, mais qui est vraiment un livre sur l'amour de la famille, l'amour des siens. Qu'est-ce que c'est que de vouloir faire le bien, aider les autres, les aimer. C'est un roman qui se passe dans la Russie du 19e siècle, que la Russie est au bord d'un conflit apocalyptique avec Napoléon, et on suit 3 familles, et au sein de ces 3 familles, des jeunes gens qui vont se perdre, aimer, se frayer un chemin et apprendre de leurs erreurs. C'est un roman magnifique. Autre entrée, les livres qui bouleversent. Alors, les livres qui bouleversent, j'ai envie de vous parler de 3 jours et une vie de Pierre Lemaitre, qui est un bijou, un roman qui ressemble vraiment beaucoup à ceux de Georges Simenon. Et je parlais tout à l'heure de la culpabilité, c'est un roman sur la culpabilité, qui est l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans les Vosges avec sa maman, dans un territoire enclavé, dans une région sinistrée, pas drôle. Et un jour, à la faveur d'un drame, il tue accidentellement un petit garçon,
Je ne divulgage rien parce qu'on l'apprend dans les premières pages du texte. En fait, il va devoir vivre avec ce drame-là qu'il va essayer de cacher. Les livres qui font voyager. Pour les livres qui font voyager, j'ai choisi un roman récent que j'ai adoré, qui est Le Grand Marin de Catherine Poulain. J'aime beaucoup ce livre parce que, et on le retrouve souvent dans cette catégorie des livres qui font voyager, quelqu'un qui voyage, c'est quelqu'un qui a le courage de partir et de larguer les amarres. Et les grandes voyageuses de la littérature sont souvent des femmes courageuses. Et dans Le Grand Marin, on suit une femme qui dit ce qu'elle fait et qui fait ce qu'elle dit. On suit une femme qui est une marginale ou qui en tout cas a envie qui aspire à une certaine liberté et à l'anticonformisme. Il coûte cher, c'est parfois difficile et on la suit dans cette quête de liberté. Je trouve que c'est très émouvant et c'est une écriture concrète et habitée. C'est un roman qui n'est pas du tout dans les effets, dans l'émotion, pour l'émotion, et cette retenue et ce côté un peu factuel m'a beaucoup plu. Les livres qui éclairent. Les livres qui éclairent sont les livres, je disais tout à l'heure, liés au discernement. Et moi, il y a un livre que j'adore et qui me fait aussi beaucoup rire. C'est L'Homme pressé de Paul Morand. Alors, c'est un livre qui peut apparaître, qui peut agacer, qui a des aspects un peu légers. C'est l'histoire d'un antiquaire qui s'appelle Pierre Niox, qui est un homme extrêmement pressé, qui fait tout à 100 à l'heure très très vite. Et en fait, on suit cet homme qui fait tout vite, d'une certaine façon tout mal. Et je trouve que ce livre, dans lequel donc, on suit un homme qui va tomber amoureux, raconte finalement notre rapport au temps. Et c'est très actuel parce que dans notre époque où on a le temps de rien, on est sans cesse accaparé par les réseaux sociaux, l'immédiateté, l'urgence de répondre. Je trouve que c'est un livre qui a beaucoup de saveur et qui raconte bien nos défauts. Je l'aime beaucoup aussi. Les livres qui font réfléchir. Les livres qui font réfléchir. Alors moi, il y a une trilogie que j'ai adorée, c'est la trilogie d'Agatha Christophe, Le Grand Cahier, la trilogie des jumeaux, qui est un livre a priori qu'on pourrait mettre dans les livres qui font bouleverser. C'est un livre dans lequel on suit deux jumeaux dans un pays un peu imaginaire, qu'on n'arrive pas trop à situer, et qui est confronté à une guerre. Les jumeaux vont devoir survivre dans un milieu extrêmement hostile. C'est une trilogie d'une grande cruauté qui explore la perversité, les valeurs telles que le bien et le mal, et la façon dont on peut se construire. Et moi, ce qui est drôle, c'est que j'associe pour moi ce livre qui a été publié dans les années 80, que j'ai découvert moi, jeune femme, au début des années 2000. C'est l'amie prodigieuse des années 80-90. Avec beaucoup plus de talent. Enfin, ça, c'est tout à fait perso. Votre premier émoi littéraire? Mon premier émoi littéraire, j'ai envie de vous parler du Lion de Kessel, que j'ai découvert quand j'étais en 6e au collège. Et en fait, je me souviendrai vraiment très longtemps de Patricia, de cette héroïne et de son rapport à la nature et au lion. Et ce qui est drôle, c'est qu'on s'être une vraie citadine. Mais ce côté brut, Kessel dans l'évocation de la nature, m'avait énormément marqué. Sarah, quel est pour vous le pouvoir de la fiction et de la littérature? Il y en a beaucoup, et je pense que les catégories du livre le montrent, mais je pense que le plus important, c'est l'évasion et la résilience. Je pense que ce que nous apporte la littérature, c'est de... Je ne pense pas que la littérature change le monde, ça serait lui donner trop de pouvoir, mais je pense que la littérature fait de nous de meilleures personnes et nous aide à avancer. Chère Sarah, je vous ai demandé de nous dire votre avant-propos, qui éclaire votre rapport à la littérature et qui est absolument magnifique. Quand on me demande pourquoi la littérature est si importante pour moi, je réponds toujours que les livres m'ont appris le discernement, qui est probablement mon bagage le plus précieux. Si je n'ai jamais pensé que la littérature pouvait changer le monde, je suis persuadée qu'elle insuffle le sens de la nuance et le souci de l'empathie. Les heurts et malheurs que connaissent les héros littéraires les font gagner, à de rares exceptions près, en maturité et en noblesse. En nous identifiant à eux et en apprenant de leurs erreurs, nous parvenons à mieux discerner, c'est-à-dire élucider le présent qui s'offre à nous. Sans discernement, il est quasiment impossible de métamorphoser les hasards et coïncidences de la vie en choix judicieux qui pourront nous rendre heureux. Voilà pourquoi l'envie de lire n'a jamais quitté l'intranquille que je suis. La lecture est ce voyage immobile qui permet de s'améliorer et de gagner en paix, dans sa relation à soi comme dans sa relation aux autres. À l'heure où nous sommes rivés sur nos téléphones, la littérature est une politesse de l'esprit. Elle nous oblige. Elle nous oblige à la concentration, à donner du temps au temps, et à ne pas juger trop vite. Certes, il faut le rappeler, lire est d'abord et avant tout un privilège. Même s'il est possible de faire de la lecture un acte politique, le temps passé à lire vous extrait du monde réel. Et oisif celui qui lit.
Cependant, il serait injuste et faux de croire que la littérature est l'apanage des gens heureux. Le livre est cet ami qui n'a pas besoin d'être rechargé et peut être ouvert à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il vous fera rire, pleurer, rêver, apprendre ou frissonner, à l'image des 12 catégories qui structurent cet ouvrage. De l'épopée au roman de science-fiction, en passant par le vaudeville, de l'Afrique du Sud à la Chine en passant par la Suède, des classiques intemporels à la littérature de jeunesse la plus actuelle, les 1000 livres qui vous sont proposés témoignent de la diversité de la création littéraire. Quels que soient vos centres d'intérêt, que vous lisiez beaucoup ou non, vous devriez y découvrir de quoi entretenir et transmettre le plaisir de la lecture. Les zooms qui ponctuent cette liste vous apporteront des éclairages sur des thèmes précis. Les entretiens, quant à eux, mettent à l'honneur des acteurs de la chaîne du livre. Écrivains, conservatrices de bibliothèques, podcasteuses, critiques, traductrices ou enseignants, tous, à leur manière, sont des prescripteurs et passeurs. Comme vous pourrez le constater, des liens constants, explicites et implicites, sont établis entre culture littéraire et populaire. Il ne s'agit ni d'une posture ni de démagogie, mais d'une croyance viscérale en l'universalité et l'intemporalité de la fiction littéraire. Il n'y a rien de plus jubilatoire, pour un lecteur rompu à l'exercice, que d'établir un parallèle entre les personnages secondaires de Ravage et les héros de Starmania, de lire Joseph Kessel en pensant à Indiana Jones ou au Chevalier du Ciel, ou bien d'imaginer les héros de La Reine des Pommes de Chester Himes sous les traits des acteurs Dwayne Johnson et Kevin Hart. D'ailleurs, si Proust avait connu Twitter, peut-être aurait-il écrit « Longtemps j'ai tweeté de bonheur ». Si exigeante et ardue soit-elle, la littérature ne nous abandonne jamais. Et si la magie opère, un livre peut faire office de phare dans notre nuit, de chambre à soi que l'on n'a pas. Lisez si m'en croyez, n'attendez à demain. Qui sait, un jour peut-être, laisserez-vous la littérature devenir la grande affaire de votre vie.